Bonjour, bienvenue sur Behind the Game, le podcast qui interviewe des professionnels du jeu vidéo afin de découvrir de nouveaux métiers et leur quotidien, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Je m'appelle Liam, étudiant en communication et je suis en compagnie de Nicolas Viena. Bonjour. Bonjour tout le monde, je me présente Nicolas, je suis producteur dans l'industrie du jeu vidéo, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et Liam, dis-moi, cette semaine, on a le plaisir de discuter avec qui du coup? Aujourd'hui, on a le plaisir, depuis Toulouse d'ailleurs, d'accueillir Yannick Elahi, Creative Director aux multiples casquettes chez Blanket Game et on a vraiment hâte d'en savoir plus. Salut Yannick, comment tu vas? Ça va très bien, tout va bien. Et vous? Juste avant, petit rappel, n'oubliez pas forcément de vous abonner à ce podcast. Pour nous, ça nous aide énormément et c'est gratuit. Pour développer ce format, c'est super important. On vous remercie d'avance. Et on n'oublie forcément pas de remercier l'association Lyon Game Dev qui soutient le projet et qui a pour but de discuter avec les professionnels du jeu vidéo et de les rassembler en région Auvergne-Rhône-Alpes, bon, pour préciser. On est parti. Alors Yannick, moi ça m'intrigue beaucoup parce que quand je vois ta présentation LinkedIn, tu dis que t'es principalement en marketing, mais que t'as multicasquette, que en même temps t'es producteur, en même temps t'es développeur et encore plein d'autres. Je veux savoir. Mon parcours, en gros, moi j'ai débuté j'étais au lycée, j'ai fait du level design sur Trackmania et je m'amusais à faire des petites pistes tranquillement avec des petites voitures, ce genre de choses. J'ai fait aussi un peu de level design sur Hammer, sur Counter-Strike 2. C'est Counter-Strike, pardon, pas le 2 CSS évidemment. Et du coup après, j'ai mon grand frère qui est rentré à l'Engmin et il m'a dit tu pourrais faire un cursus multimédia, différentes choses. Donc je suis rentré chez SRC qui s'appelle maintenant MMI. C'était un DUT en 2 ans. J'ai fait des stages plutôt intéressants dans le métier dans le milieu du jeu vidéo, en développement, game design, etc. Après, j'ai fait une licence pro à Bobigny qui s'appelle la LPJV, qui est très sympa, une très bonne école, qui est pas très connue, je te vois, faudrait un peu les sourcils, mais... Tourner jeux vidéo ou... Ouais, tourner jeux vidéo, Ok, ouais. je savais pas que ça existait une licence pro jeux vidéo. Il y en a que quelques-unes en France et j'ai eu la chance d'être pris, donc c'était vraiment chouette. J'ai rencontré plein de bonnes personnes aussi là-bas. Et après, j'ai postulé à différents boulots, j'ai essayé de faire l'admin et j'étais recalé 2 ou 3 fois, peut-être. Je crois que 2 fois ou 3 fois, je sais plus trop, mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est trop de recalage, je vais faire autre chose. Et en fait, avec des potes de la LPJV, on s'est lancé, on a fait un studio indé. En gros, on avait un appart avec 2 étages à Toulouse et le rez-de-chaussée c'était notre studio et on avait les chambres dans les deux étages au-dessus, donc vraiment style garage quoi. Et on s'est lancé là-dedans, on était une petite team de 4 et c'était vraiment très chouette. On a pu expérimenter, faire plein de projets, vraiment tester plein de choses. Et puis au fur et à mesure, j'ai fait différents boulots, soit en code. Unity, j'ai utilisé Unity 5 du coup pendant cette année, donc c'était il y a 10 ans quoi. Et j'ai fait du marketing, j'ai fait du business, du producing. Maintenant, ça fait 4 ans que j'ai fondé la boîte, donc je fais aussi tout ce qui est, on va dire, direction de projet, direction de boîte. Donc je fais plein de choses différentes et je kiffe trop parce que on s'ennuie jamais quoi. Il y a toujours des choses à faire. On apprend toujours des nouvelles choses et chaque année est vraiment un nouvel apprentissage. Du coup, genre vraiment, si je comprends bien, c'est très axé. T'as pas forcément eu d'expérience directement en studio. T'as directement construit ton studio finalement à la sortie des études, quoi. Ouais, à la sortie d'études avant, ouais, mais après ça c'était il y a une dizaine d'années et après j'ai fait quand même des CDD etc dans des studios. Donc j'étais aussi employé, freelance, j'ai eu différents statuts. J'ai aussi fait un peu de serious game mais j'ai pu voir que c'était pas trop mon truc et du coup ne pas en faire par la suite. Sur quel sujet c'était pas trop ton truc? À Bordeaux, j'avais fait un petit serious game sur les maths. Ouais. Et après, j'avais fait une espèce de galerie où on pouvait voir des bustes et des monnaies romaines. Voilà, c'était quand même sympa. Je m'en plaignais pas, mais ça me manquait de ce côté un peu indé, très ludique, jeu vidéo. Je Donc comprends. voilà. Et du coup, moi ça m'intrigue, le premier studio indé que t'as fondé, tu faisais quoi exactement dedans? Ouais, alors il s'appelait Four Edges, comme 4 côtés. L'idée c'est qu'en fait on faisait des espèces de game jam un peu tout le temps pendant un an. Donc on a fait des game jams d'1 mois, des trucs de 2 semaines, etc. Jusqu'à se poser sur un projet qui s'appelle Lavapool, qui est toujours sur Steam mais qui a fait un gros four. Et du coup je faisais du code et aussi du marketing. En fait c'est là où je me suis rendu compte que les Français en général n'aimaient pas trop tout ce qui était communication, on va dire. Et du coup il y avait un peu un créneau. Donc il y a un moment on va dire que le jeu vidéo était moins industrialisé quand même à ce moment-là. Et donc je faisais développement et marketing. Et je faisais mon réseau aussi au passage. Donc c'est cette année où j'ai pu exposer pour la première fois au Stunfest aussi.
à Rennes. C'est quoi le Stunfest, pardon, pour celles et ceux qui connaissent pas? C'est un événement qui est à Rennes, qui est très orienté jeux vidéo, mais pas forcément avec les katanas avant, les trucs comme ça. Ça, c'est pas forcément top, mais non, avec vraiment le côté cool du jeu vidéo, des jeux de combat, des jeux d'arcade et que des gens sympas avec qui tester des jeux indés aussi, quoi. Du coup, marketing communication, qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire gérer la sortie du jeu, l'entretenir, faire en sorte que des streamers y jouent, etc. Ouais, ce genre de choses, discuter avec la presse. Il y avait pas mal aussi, ce côté où il fallait faire un site web, le tenir à jour. On avait souvent des dev blogs, ce genre de choses. Mettre en page la page team aussi, préparer la page team. Discuter avec les publishers, les distributeurs, tout ce genre de choses. Donc, c'est qu'aujourd'hui, le marketing et le producing, ça peut englober vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est très large. Est-ce que tu peux nous parler un peu de quelques-uns de tes projets comme ça qui te viennent à la tête et que tu as vraiment envie de mettre en avant Ouais, là, les projets qu'on a fait avec la boîte depuis 4 ans, on a quand même sorti 2-3 jeux. Donc le premier, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, ça s'appelle Neurodeck. C'est un jeu de cartes sur la santé mentale. Et en gros, l'idée, c'est que moi, ça m'intéressait depuis un moment le sujet de la santé mentale qui est, on va dire, différent de la maladie mentale. Les gens confondent souvent les deux. Dans le sens, la maladie mentale, c'est vraiment des affections qui peuvent être assez importantes, assez handicapantes. Et la santé mentale, c'est aussi un peu relié à tout ce qui est développement personnel, mais pas exactement. Et il peut y avoir une frontière assez floue. Et c'est aussi beaucoup prendre soin de sa propre santé, son énergie, pas son énergie au sens spirituel, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses autour de ça, moi c'est pas trop mon kiff, mais plutôt prendre soin de soi au jour le jour, mais sur l'aspect mental, quoi. Donc ça implique différentes choses, beaucoup de la psychologie notamment. Qu'est-ce qui fait naître ce genre de projet finalement Enfin, c'est vous, en discutant, vous dites ce projet il est cool et on a envie de le pousser, ou alors c'est plus avec, si vous trouvez des financements autour, j'en sais rien. En fait, le truc, c'est que moi, je m'intéresse à la psychologie depuis très longtemps. Ça fait longtemps que je lis des bouquins là-dessus, que j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos YouTube. Et à un moment où, en fait, je me lance, j'étais chez Goblin Studio à cette époque-là, en producing. Et en fait, j'ai un 3 jours par semaine. Donc, je fais 3 jours par semaine chez Goblins et les 2 autres, je fais mon projet. Et je me dis, quel projet je vais faire? Et là, je fais une game jam. Et j'avais toujours envie de faire un jeu de cartes aussi parce que je joue depuis longtemps aux cartes Magic. Et puis, à un certain moment, c'est une passion un peu d'adolescent aussi. Et du coup, il y a Slay the Spire qui sort à peu près à ce moment-là. Je me dis, putain, il faut trop que je teste de faire un jeu de cartes et tout. Un thème qui m'intéresse à ce moment-là, c'est Lovecraft. Et du coup, je fais un jeu un peu Lovecraftien, mais je voulais pas forcément qu'il y ait le côté maladie mentale qui justement est plus présent dans Lovecraft, dans le sens où le personnage va devenir fou, il va voir des choses, il va combattre des démons, etc. Mais là, je voulais vraiment ce côté santé mentale et trouver justement un format intéressant. Et au fur et à mesure, ça s'est développé sur les phobies. Beaucoup, c'est les phobies à combattre, etc. Et toutes les cartes sont des cartes de la vie de tous les jours. Donc, je sais pas, une partie de rétro gaming, une balade en forêt, etc. Ce genre de choses. Et une des inspirations, c'est aussi ce côté. J'avais pas envie que les cartes ce soit genre une épée, une boule de feu, un sort de glace, etc. Je voulais un truc un peu plus concret. Donc voilà, et en fait, globalement, ce qui était intéressant, c'est que on l'a fait. Le jeu est quasiment sorti pendant le Covid. Et du coup, il y a aussi ce côté où pendant le Covid, le sujet de la santé mentale est devenu vraiment beaucoup, beaucoup plus important. Et avant, autant on n'en parlait pas beaucoup, mais là, tu vois, même le gouvernement parle de santé mentale, etc. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est devenu assez présent et assez important. Et surtout chez les jeunes. Faut savoir que chez les jeunes, quand même, il y a quasiment 2 fois plus de taux d'anxiété, de dépression, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui est encore très important et qui est pas toujours bien soigné, quoi. Non, je trouve ça cool que des jeux vidéo en parlent et c'est des thèmes qu'on voit pas souvent. Peut-être aussi un autre truc, c'est que en fait moi je voulais faire un studio, bon ça n'a pas forcément trop réussi sur le long terme, un studio qui met à la fois des sujets de société et en même temps du fun, parce que je voulais pas qu'on s'ennuie devant les jeux ou que ce soit pas fun. Donc je voulais vraiment qu'on joue à un jeu, qu'on entende parler d'un scénario, d'un thème, d'une ambiance, et en même temps qu'on apprenne des choses sur des sujets spécifiques. Notamment aussi un des trucs intéressants, c'est qu'on a commencé la pré-production d'un jeu sur la prostitution, qui est un sujet très très touchy, et j'aimerais bien encore, on va dire, revenir sur ce genre de sujets qui sont très sociaux et qui sont un peu, tu vois, délaissés par les jeux vidéo, parce qu'il y a ce côté où les jeux vidéo, des fois, ils essayent d'être le moins politique possible, quoi. C'est ça. Mais je trouve ça vachement intéressant parce que dans notre interview, là, juste avant, on a démarré sur le fait que t'étais pas trop dirigé sur le serious game, je sais pas, tu vois, naturellement, ouais. Et finalement, ça reste des sujets très sérieux. Comment tu le définis un peu cette frontière pour toi entre là, ce que tu fais, parce que ça reste peut-être pas proche du serious game, mais quand même, ça reste des sujets qui sont importants, quoi.
Bah, le truc, c'est que le serious game, souvent tu t'amuses pas trop. Au final, Ouais. ils y mettent game dedans, mais il y a pas forcément beaucoup de fun Oui. même. Donc voilà. Ouais, C'est un peu finalement, ça. ça reste de l'apprentissage de quelque chose au travers d'une mécanique de gameplay, mais pas fun. J'en sais rien, apprendre à utiliser des extincteurs, enfin, ou les normes incendies. Et finalement, là, ça va être plus sur les sujets sérieux, mais en gamifiant vraiment, enfin, en ayant une expérience de jeu qui est concrète, c'est ça? C'est ça, exactement. Et c'est vrai que même certaines boîtes qui se sont lancées sur des serious games un peu plus fun, un peu plus cool. Des fois, ça peut être, tu vois, des visual novels, etc. C'est cool les visual novels, mais ça manque d'interaction, de mécanique et de système. Et souvent, c'est vrai que on va aller sur du narratif. Et moi, c'est ce que je voulais pas forcément trop aussi, c'est faire du fun avec du systémique et de l'apprentissage. Par exemple, aussi, l'écologie nous intéresse beaucoup en ce moment dans le studio. Notamment, je sais pas si vous connaissez tout ce qui est Solarpunk. En gros, c'est une vision un peu fantasmée de l'écologie, mais qui est très positive, très verte, énergie renouvelable, ce genre de choses. Et aussi, par exemple, en ce moment, on a un pitch qui tourne en interne, c'est sur le syndrome de Kepler, où en fait les déchets spatiaux s'accumulent même encore en ce moment autour de la Terre et peuvent créer une espèce de ceinture d'astéroïdes qui peuvent être destructeurs à terme, quoi. Donc c'est aussi que je trouve que dans la société, dans la science, dans la culture, il y a plein de choses qui sont très intéressantes et qui font des thèmes et des sujets de base qui sont excellents à exploiter, enfin pas exploiter, mais à utiliser en jeu vidéo, parce que c'est aussi ça crée une accroche. Moi, c'est ce que j'ai vu aussi sur entre Neurodeck et du coup notre deuxième jeu qui s'appelle Creeping Deck. C'est ce côté où Neurodeck il est accroché par son thème, par son sujet, même s'il y a des gens qui ont pas forcément aimé comment c'était utilisé au final et qui du coup ne s'y sont pas retrouvés, ce que je peux comprendre aussi. Mais du coup, c'est vrai que ça aide aussi. Je pense c'est mon côté aussi un peu plus marketing à la base, de dire il y a un sujet important, soit de société, soit de science, etc., qui permet de faire accrocher les gens au pitch, quoi, et au hook du jeu, quoi. Alors forcément, moi je travaille dans le marketing et la communication, donc je voudrais quand même bien te poser quelques questions dessus. Comment on fait pour lancer un jeu? Genre comment ça se passe et c'est quoi un peu les obstacles que tu vas avoir? Quelles sont les méthodes à faire et en quoi, encore une fois, ça reste très important? Lancer un jeu, ça demande pas mal de préparation surtout. C'est vrai qu'il y a un aspect où en fait, nous des fois on va aider des studios à lancer leur jeu, mais si on arrive à la toute fin, il y a cet aspect où on n'aura pas forcément beaucoup d'impact. Donc lancer un jeu, c'est aussi le préparer des mois et des mois en amont, notamment créer une communauté sur Discord, sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Et entretenir cette communauté, lui faire partager des news du jeu, montrer des gifs de comment le jeu va se jouer, lui donner envie de jouer. Après un lancement, c'est aussi avec des partenaires. Souvent, ça va être par exemple localiser le jeu, donc traduire le jeu. Ça peut être aussi trouver des partenaires de distribution. Par exemple, en Chine, tu peux avoir des partenaires qui vont t'aider à partager le jeu sur les réseaux sociaux chinois. Pareil pour la Corée, le Japon, etc. Et donc en fait, on va préparer globalement un lancement en disant voilà, il faut que ça touche le maximum de monde possible. Il faut que les gens comprennent le jeu, il faut que les gens apprécient le jeu, il faut que les gens aussi se sentent investis dans la communauté et puissent faire des retours. Donc ça va être quelque chose d'assez global où en fait il faut communiquer au maximum de gens possible et de manière qualitative. Ouais, donc en fait, avant même le lancement du jeu, tu dois communiquer un maximum dans le sens où tu dois attraper des gens en leur disant le concept, en leur montrant des avancements, et après tu les gardes et en justement leur montrant encore plus de contenu et en essayant justement d'interagir avec la communauté pour qu'ils se sentent en quelque sorte pas récompensés, mais investis, on va dire, dans le suivi. Ouais, c'est ça. L'idée aussi, c'est que les jeux sont très communautaires. Et tu vois, même si tu suis pas forcément, enfin, tu peux en tant que joueur suivre des gros jeux, mais tu peux aussi suivre des petits jeux, des gens qui t'intéressent. T'es sur un petit Discord comme ça, de temps en temps, t'as un petit ping avec des nouveaux assets, etc. Et c'est vraiment aussi une industrie où on est très proche des joueurs, parfois pour le meilleur et pour le pire. Mais on est assez proche des joueurs et du coup, c'est vraiment cool de pouvoir, comment dire, pouvoir partager avec eux pas mal de moments. Moi, ce que j'aime aussi, c'est le format vidéo. Par exemple, j'aime bien ce qu'ils ont fait Satisfactory de Coffee Stain. Ce côté où tu montres des avancées du jeu, tu expliques ce qu'il va y avoir dans le jeu, ce qu'il va pas y avoir, etc. Dialoguer et communiquer avec tes joueurs, quoi. Et j'imagine que le fait que le milieu indé, entre guillemets, comme c'est un peu plus niche, du coup, tu as une plus d'interaction. Ouais, t'es beaucoup plus proche des développeurs, justement. C'est vrai que nous, ce qu'on voit un peu avec nos différents partenaires, c'est ce côté où les petites équipes ont beaucoup de casquettes, mais aussi beaucoup de proximité avec les joueurs, et les joueurs aiment beaucoup, tu vois, le côté c'est des petits indés qui font comme ils peuvent, mais ils essaient de faire le meilleur jeu possible. Donc c'est vrai que c'est un peu ce qui caractérise l'indé, c'est ce côté proximité avec les devs, quoi. Ok. J'ai vu aussi que tu bossais pas mal avec des streamers et des youtubeurs.
Et ça se passe comment tu fais aussi pour les convaincre de leur dire regardez, j'ai un jeu, ce jeu-là, je voudrais bien que vous y jouez et pas un autre jeu. Il y a plusieurs éléments. Il y a déjà ce côté le calendrier. C'est vrai que quand il y a des jeux très gros qui sortent à côté, les streamers sont moins dispo, donc il faut faire attention à sa fenêtre de lancement pour le côté streamer. Et après il y a cet aspect où il faut que le jeu soit intéressant et il faut que le jeu soit fun, soit visible, soit compréhensible. Donc là il y a ce qu'ils appellent les hooks, c'est-à-dire quand je vais pitcher le jeu ou quand je vais montrer le jeu, est-ce qu'il y a des choses qui t'accrochent ou des situations qui t'accrochent directement et qui te disent ça a l'air trop cool. Par exemple, je sais pas, si tu fais un jeu avec des mechas, tu peux rentrer dans le mecha, tu vas montrer cette séquence qui est sympa à jouer, quoi. Donc voilà, c'est bien les accrocher avec les éléments du jeu et avoir un bon jeu, et quand tu les fais tester, demander les retours s'ils ont des choses à améliorer, ce genre de choses, quoi. Là tu parles des timings et tout. Moi, il y a un petit truc, tu vois, je me dis, sur les productions que j'ai pu avoir, à chaque fois la question se pose, c'est quand le meilleur moment, tu vois. Ouais. Parce que si tu fais un market trop tôt, si tu lances t'as pas d'assets, t'as très peu de choses à montrer à part du blockout, et où c'est des versions très comment transmettre, c'est du bloc, hein, c'est des gros blocs de prototypes, on va dire. Et à partir de quand tu dis en fait on va démarrer la stratégie de com parce que notre jeu est assez lancé. Pour toi, un des moments idéal, ça serait quand? En fait, il n'y a pas forcément de moment idéal. Moi, j'ai trouvé une analogie aujourd'hui, je vous la livre un peu en exclu. En gros, moi, j'aime bien les stratégies shonen. En gros, c'est, tu vois, le jeu, il commence, il est tout bébé, il est à l'école, etc. Tu vois des blockouts, comme tu dis, côté très roots, et tu vois le jeu évoluer au fur et à mesure. Par exemple, Balatro a fait beaucoup ça récemment, c'est que le jeu, il s'est montré au fur et à mesure, il s'est amélioré, il a itéré, etc. Et je pense que quand tu vois ton jeu comme une espèce de shonen, faut dire c'est pas grave, tu vois, les premiers épisodes de Naruto, ils sont fun, ils sont un peu clunky, ils sont animés avec les pieds, mais ils sont quand même cool. Et du coup, il faut suivre aussi et ne pas être trop perfectionniste sur ça. Et c'est vrai que c'est là où nous, quand on travaille avec des plus gros financeurs ou investisseurs, ils ont du mal des fois à montrer tôt parce qu'ils veulent négocier des deals, notamment avec Microsoft, PlayStation, etc. Mais c'est vrai que en fait, l'indé, si on veut faire de l'indé, c'est aussi assumer ce côté, c'est clunky, quoi, au début. Et après, on itère avec le feedback des joueurs. Et c'est un peu aussi player is king, c'est les retours des joueurs qui dictent s'il y a des choses qui intéressent plus que d'autres, quoi. Donc bon, il y a jamais de moment parfait, mais je dirais que je sais plus qui disait aussi que tout bon jeu est un jeu abandonné. Même pour une œuvre, hein, toute bonne œuvre est une œuvre abandonnée. Donc, il faut que tu choisisses à quel moment tu décides de l'abandonner et est-ce que tu es en paix avec cette sortie-là, quoi. Ce qui est toujours délicat, surtout j'imagine en tant que creative director ou quand c'est ton bébé depuis des mois voire des années, ça doit pas être si simple que ça, quoi. C'est ça qui est fou avec le fait de shipper un jeu, c'est que dès que tu ships, tu dis mais attends, j'ai fait quoi là les 6 derniers mois, les 12 derniers mois, sur quoi j'ai travaillé? Et du coup, c'est là aussi où tu remets en question toutes les petites tâches un peu pourries que t'as fait et que tu dis bon, en fait, est-ce que ça c'était indispensable? Est-ce que ça aussi, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire ça? Et c'est là aussi où, avec l'expérience, tu sais que par exemple, je sais pas, avoir le support de tous les écrans possibles de la Terre, c'est pas forcément indispensable. Si déjà t'as les 5 plus grosses résolutions, ça suffit. Donc c'est vrai que c'est là où les lancements t'apprennent énormément de choses, quoi. Donc moi j'aime bien quand les gens ils ont fait de A à Z jusqu'au lancement, parce que du coup ils connaissent aussi ce que c'est l'émotion de lancer un jeu, quoi. Tu te rappelles de ton premier jeu? Excuse-moi, Liam. Non, vas-y. J'ai un peu du tac au tac, mais ton premier lancement de jeu, tu t'en rappelles ou pas? Ouais, c'était sur Lavapool. Franchement, c'était l'enfer. En fait, c'était pas forcément très long, mais en gros, j'ai fait donc For Ages sur Toulouse. En gros, je suis parti sans avoir vraiment fini le jeu. Il fallait que je finisse genre 2-3 conneries sur le jeu. Et j'ai dû shipper un an plus tard. Et en fait, dès que j'ouvrais mon PC, que j'ouvrais le projet, j'avais une espèce de sentiment de dégoût, tu vois, du code, de l'architecture, du projet, etc. Et c'était très compliqué de un peu l'envoyer, quoi, au monde définitivement et tout. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Donc c'est là où aussi je me suis dit, bon, il y a des choses qui sont angoissantes, mais tu t'en fais un peu tout un plat. Par exemple, les bugs. En fait, c'est vrai que quand tu démarres, tu te dis c'est horrible s'il y a un bug qui reste dans le jeu, et en fait, tu vois plein de jeux qui sortent encore un petit peu buggés. C'est pas grave, ça se patch, surtout aujourd'hui, quoi. Donc c'est pas trop grave. Et puis voilà. Donc ouais, c'était ça m'a vraiment beaucoup touché cette première sortie, mais en même temps c'était très formateur, donc je m'en souviendrai très très longtemps, quoi. Et à force d'avoir shippé, comme tu dis, shippé des jeux sur Steam, est-ce que tu as plein de conseils à donner un peu à la sortie, surtout pour entretenir une bonne page Steam, parce que c'est
On sait que c'est tout un art. Ouais, bah le plus gros conseil, ce serait de travailler surtout sa pré-prod en fait. En gros, ce qu'on fait en pré-prod, c'est ce qu'on se tape du début jusqu'à la fin. Donc c'est un peu le problème, c'est que enfin, par exemple en ce moment les platformers 2D marchent pas trop. Si tu commences avec un platformer dès la pré-prod et que tu sors avec ça, bon courage parce que t'as Céleste, Super Meat Boy, etc. en face, donc pour atteindre la qualité, ça va être compliqué. Donc la meilleure moyen de lancer un bon jeu sur Steam, c'est de travailler la pré-prod, malheureusement aussi parce que des fois on peut pas tout changer en milieu de chemin. Et après pour travailler la page Steam, un des trucs tout con, c'est qu'il faut savoir que quand ton jeu est feature sur Steam, c'est surtout les 4 premiers screenshots qui sortent, et du coup faut que tu mettes ces 4 screenshots qui soient tous très différents, et surtout un conseil par rapport aux screenshots, c'est que ça évoque une action. Tu vois, par exemple, si t'as un arbre de talent, et ben ça va évoquer l'action de personnaliser son chemin, enfin sa progression. Si t'as du crafting, faut le mettre en avant, et si tu peux, dans chaque screenshot, mets en avant une action, un verbe qui est lié au jeu. Et après, la vidéo, faire simple et efficace, montrer du gameplay. Les gens n'aiment pas du tout les cinématiques sur Steam, ou en tout cas voir que des cinématiques. Ils veulent voir du gameplay. S'il y a de l'interface et que c'est un jeu interface avec des millions de boutons, et que les gens kiffent les boutons, il faut montrer les boutons. Il faut pas avoir peur de ça. Et c'est vrai que c'est très différent par rapport à d'autres industries ou à d'autres plateformes. Par exemple, les AAA, ils font toujours ça, des cinématiques trailers, je sais pas quoi. Au final, tu vois jamais de gameplay, tu lances le jeu, tu fais mais en fait, il y avait ça dans le jeu, je savais pas, ou j'ai pas trop compris le truc et tout, donc t'es un peu déçu, quoi, potentiellement. Ouais, carrément. Je voulais rebondir rapidement, parce que moi, ça me parle forcément, tous les aspects de production, et c'est cette notion de pré-prod. Je voulais rajouter un truc, parce que tu disais où faut bien préparer sa pré-prod, mais ça veut dire quoi aussi, tu vois? C'est quoi bien préparer sa pré-prod? Et il y a plusieurs aspects. C'est pas que un game design document, tu vois, c'est aussi prototyper ses mécaniques principales, enfin genre juste les tester en amont. J'ai fait trop de prod où en fait la mécanique principale on la change encore, tu vois, et t'es à la fin de la prod et c'est pas possible. Donc il y a ce côté là où faut vraiment accentuer, en effet, prendre le temps, parce qu'une fois le nez dedans, faire des changements créatifs c'est compliqué, quoi. Bah c'est ça, avant de parler un peu de comment faire une pré-prod, il y a ce côté où en fait, en imaginant que ta production dure 1 an, t'es à 6 mois, en fait t'as fait 80% du code, et après c'est que 20% où tu vas modifier des trucs, améliorer des choses. Et en fait, si à ce moment-là ça marche pas, tout ce que tu vas ajouter sera beaucoup moins impactant que ce que tu as fait au début. Et du coup, le plus gros impact, c'est dans les 3-4 premiers mois, c'est là où tu fixes une grosse majorité des choses. Donc faut que cette core loop elle marche, et si elle marche pas, c'est qu'il faut passer au prochain jeu, hein, mine de rien. Donc les conseils en pré-prod, ce serait travailler le hook et l'idée. En fait, on dit beaucoup dans le jeu vidéo que l'idée n'a pas de valeur, il y a que l'exécution qui a de la valeur. Mais en même temps, si tu pitches une idée et que les gens ils sont pas en mode je veux absolument jouer à ce jeu vidéo, et c'est pas, quand tu pitches le jeu, faut pas que les gens soient en mode ah c'est cool. Non, il faut qu'ils soient en mode il est incroyable, j'ai trop envie d'y jouer. Tu vois, si t'es pas à cette étape-là, c'est qu'il y a un problème. Et il faut sûrement aussi potentiellement un peu survendre le jeu, mais c'est aussi que le pitch, faut vraiment que quand t'as quelqu'un en face de toi, que cette personne te dise cette idée elle est trop intéressante, j'ai trop envie d'y jouer. Ah oui, parce qu'en fait c'est un truc de niche, mais il y a cette niche là qui est sous-desservie et il faut absolument faire ça. Je sais pas, imaginons tu fais un football manager du basket, tu te dis ah en fait peut-être que pas tout le monde aime football manager, mais ça fait un truc où tu te dis ah bah oui c'est évident, il faut faire un football manager avec du basket, quoi. Donc ensuite, est-ce que tu peux le faire? Et c'est un peu ça aussi la phase de pré-prod, c'est est-ce que tu peux le faire dans des bonnes conditions? Qu'est-ce qu'il faut développer? Qu'il faut prendre aussi en termes de talent? Donc ça, c'est encore d'autres sujets. Mais c'est clair que moi, si j'avais un pitch, un conseil, ce serait faut que la pré-prod, dès la fin de la pré-prod, tout le monde ait envie de jouer au jeu et se dise ça a l'air trop cool, il faut absolument qu'on fasse ce projet. Et si t'es à moitié dedans ou à 70% dedans, c'est pas bon, quoi. Ouais, c'est sûr. Faut y croire déjà soi-même avant de le vendre aux autres. Y croire et se rassurer aussi sur pas mal d'aspects, on va dire pratiques, mais de production. Enfin, en fait, si techniquement t'es pas capable de le réaliser dans les temps et le budget donné, tu peux te dire aussi adieu à ton projet. Ça sert à rien de s'engager dans des bourbiers de production alors que tu sais que c'est perdu d'avance, quoi. Les bourbiers de production, c'est compliqué parce que il y a ce côté où tu peux quand même t'adapter, que t'aies des features, etc. Ça dépend aussi qui décide, qui finance. C'est ça. Donc si t'as un financeur et qu'il est sur,
qui te survend plein de trucs au début, enfin en tout cas que tu veux lui survendre plein de trucs au début et qu'après il se rend compte que bon, il y aura la moitié que du jeu, mais ce sera très bien. Et c'est vrai que moi c'est là où je trouve qu'il y a beaucoup d'apprentissage en tant que patron de studio aussi, c'est ce côté pas trop se laisser marcher dessus par les financeurs, les éditeurs, les investisseurs, et il faut arriver à la fois à leur vendre du rêve, à faire le jeu qu'on avait dit, mais aussi qu'on puisse cuter des features, parce que en fait chaque publisher fait sa liste au Père Noël, ce que une liste au Père Noël elle est pas faite pour être remplie à 100% quoi. C'est ça. Mais là on est parti très axé projet, mais finalement il y a Blanket Games qui est derrière. Est-ce que tu peux davantage présenter le studio et un peu la vision que tu en as et ce que tu essayes de faire au travers Et même les ceci. projets qu'il y a à l'intérieur qui ont été réalisés en tout. Alors l'idée c'est que moi j'ai créé la boîte il y a 4 ans, donc ça s'appelait Tavros Games à l'origine, on a changé de nom récemment. Donc je bossais encore avec eux, j'ai bossé pendant un an et demi comme ça chez eux. Et au fur et à mesure, on a pu développer Neurodeck, on a eu des financements et au bout d'un moment j'ai pu quitter Goblins, continuer à travailler avec eux sur différents projets, notamment ils sont encore actionnaires chez nous. Et on a sorti Neurodeck qui s'est pas trop mal passé, mais il y a eu quand même pas mal de défauts, de progression, de game feed, pas mal de choses qui n'ont pas tout à fait fonctionné. Du coup, le jeu est vite passé en review mixte, donc en revue un peu, on va dire en dessous de 70%. Et du coup, c'était compliqué, fallait trouver de l'argent, donc on a fait les DLC de Legend of Keepers pour Goblins, qui se sont plutôt bien passés. On a essayé de faire d'autres projets. On a fait ensuite Overboss, donc qui va bientôt sortir. Enfin, on a lancé en tout cas Overboss, qui est un jeu de plateau où tu peux jouer à plusieurs, qui est adapté d'un vrai jeu de plateau. Tu peux jouer en multi en ligne aussi, sur PC Switch, il va sortir fin mai du coup. Après, on a fait aussi Creeping Deck. Donc en gros, Creeping Deck, c'est on parlait avec Mijou Games qui a à Toulouse, qui a fait Planecrafter. Et en gros, ils nous ont dit ce serait cool de faire un nouveau jeu de cartes, potentiellement avec le setup égyptien. On avait une DA un peu prête et tout. Et on s'est dit on se lance, on réutilise le moteur de jeu de cartes sur Neurodeck et on l'a fait en quasiment un an. Et c'était assez sport, mais on est quand même content d'avoir shippé aussi rapidement et avec un jeu aussi cool. Mais par contre, c'est vrai que c'est un peu la fatigue des deck builders en ce moment. Les gens ils jouent beaucoup moins. Et il y a quelques outliers comme Wild Frost, ce genre de choses, mais c'est vrai que ça reste un peu plus light. Et aussi, en un an, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de faire assez de contenu, assez de polish pour que ce soit suffisamment bien. Donc voilà. Et puis là, on fait un jeu avec GameSeer, qui est un jeu d'extraction. Je sais pas si vous connaissez Escape from Tarkov ou Zero Sievert. Ah oui. Donc voilà, l'idée c'est que en fait tu t'es droppé dans une espèce d'arène avec ton matos. Si tu peux looter des choses et si tu meurs, tu perds tout ton matos. Sauf que tu as différentes variantes, tu as des modes de jeu, etc. qui te permettent de récolter tout contenu avec du crafting, de la survie. Quoi. Ça a l'air radicalement différent des autres jeux réalisés jusque-là, j'ai l'impression. Ouais, alors un des trucs qu'on garde, c'est ce côté très orienté données, modularité des builds, etc. Pouvoir jouer un peu selon ton playstyle. Un des trucs qu'on garde aussi, c'est en fait Florent, notre développeur, il avait fait du multijoueur sur Overboss. Il a quasiment fait quasiment tout le jeu d'ailleurs à 80% on va dire. On savait faire du multijoueur et on voulait conserver ce multijoueur-là. Et c'est vrai que moi, après, du coup, deux jeux / 2 jeux et demi de deck building, bon, j'avais envie de faire un peu autre chose, donc voilà. Et puis après, on verra ce dont est fait la suite. Pour l'instant, on est à fond sur Rhodium, mais on a envie que ça marche, donc on est à fond dessus là. Trop bien. Et je vois, hormis du coup le dernier jeu, qui a quand même une petite appétence et en manière générale pour jeux de deck building, un peu de stratégie entre guillemets. D'où ça vient cette fameuse passion? Ça vient de Magic. En gros, moi, j'ai joué à Magic quand j'étais ado. J'aimais pas trop les cours. Je préférais faire du deck building dans mon coin, me créer un deck avec les quelques boosters que j'avais achetés. Je dépensais d'ailleurs beaucoup trop dans les boosters, mais bon, c'est une autre question. Et du coup, j'adorais créer des nouveaux decks. Après, je le détruisais, puis j'en refaisais un nouveau, etc. Donc, c'était le kiff. Et j'ai toujours joué à des jeux de cartes, aussi en jeu de plateau. C'était très cool. Donc, voilà, le côté... Moi, ce que j'adore avec les cartes, c'est ce côté où t'as un élément, une règle potentiellement un peu unique, mais qui est dans un système plus global, qui a une interaction globale avec des monstres, d'autres joueurs, etc. Et c'est un peu pour moi la carte, c'est cet élément de design un peu unique qui vient être manipulé par un joueur. Je trouve que Balatro fait ça vraiment très très bien. C'est tu vas réinventer les cartes à jouer pour les replacer dans un contexte et se dire, mais en fait, ta carte à jouer, là, tu peux en avoir 7 dans ta main si tu veux, et c'est trop fun, quoi. C'est un jeu qui mixe, qui a une base poker, mais où tu rajoutes vraiment des variantes avec des jokers qui font que ton jeu ne devient plus du tout une notion de poker, mais il y a un côté très addictif qui est vraiment sympa en loop. J'aime beaucoup.
C'est clair. Ah, faudrait que j'y joue, tout le monde m'en parle, tout le monde me dit il est trop bien, joue. Mais tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure là sur les débuts, et je pense qu'ils sont vraiment améliorés avec les feedbacks des joueurs. Typiquement, j'avais fait la démo et j'étais ressorti un peu de la démo. Bon, c'est cool, mais ça m'a pas hype. Tu l'as fait quand la démo, c'était, je sais plus, il y a peut-être 6 ou 7 mois, Ah oui, il y avait ok. vraiment sur une early, une démo assez early. Et du coup, quand le jeu est sorti, personnellement, j'étais un peu en mode, je sais pas, tu vois, et je regarde un ou deux streams, et sur un des streams que je regarde, il y a une partie et là, je comprends le côté addictif, et l'achat était instant. Depuis, il y a une petite addiction, on va pas se mentir, mais il y a ce côté-là, et je pense que le feedback des joueurs, tu vois, sur ce type de jeu a beaucoup aidé pour Nail, et l'équilibre est vraiment ouf, parce que tu pourrais vraiment t'enfoncer dans des trucs qui marchent pas, et ils marchent très très bien, quoi. Ben, beaucoup de ce genre de jeux sortent en accès anticipé de toute façon, non? C'est-à-dire des jeux de cartes ou... Des roguelike, même roguelike, et ben, je pense à Slay the Spire, Il y a un peu de Hades, tout, c'est vrai que l'Early Access, les gens y reviennent un petit peu, donc parce qu'il y a ce côté où quand tu sors en Early Access, si tu perces pas, c'est difficile de revenir. Donc, par exemple, le deuxième jeu il est en Early Access, donc ça fait moins d'argent, donc au final tu peux pas trop financer le développement du jeu et sortir le jeu facilement. Donc c'est vrai que c'est un peu complexe, mais oui, c'est un peu mitigé, tu vois, l'Early Access, il y en a qui y arrivent, c'est un peu à double tranchant. Si ça marche bien, ça performe bien. Si ça marche pas, ouais, tu perds plus, quoi. Donc, ouais, c'est pas si évident. Au niveau de tous ces projets, enfin, on parle de quoi comme équipe? Tu me parlais, vous étiez 4, vous êtes plus quand vous montez en phase de production, ou comment ça fonctionne? Ouais, là on est 6 en ce moment, on est monté jusqu'à 10 l'année dernière, parce qu'on a différents projets, on bosse aussi avec Arte en publishing. Donc on est monté jusqu'à 10 l'année dernière, mais c'est vrai que c'est pas mal de gestion humaine, et moi je m'y perdais un petit peu aussi sur ce côté, être proche de la production. Moi j'adore encore coder moi-même, faire du design moi-même et tout. Et là je trouve qu'on a atteint le bon sweet spot, c'est qu'on est 5-6. On a des freelances qui nous aident aussi pour des tâches précises, ou ce côté un peu producing aussi. Mais franchement on est bien à 5-6, voilà. On aime bien moduler beaucoup la production de jeux et avoir des partenaires aussi avec qui on a confiance, avec qui on bosse souvent, etc. Donc je trouve que c'est un peu le sweet spot pour l'instant. Ensuite, voilà, j'exclus pas qu'on redevienne un petit peu plus nombreux, mais Ouais. pas forcément beaucoup, parce que c'est vrai que en plus là l'industrie elle se pète, enfin c'est pas qu'elle se pète la gueule, mais elle a eu des mauvais moments, on va dire, récemment ces derniers mois, donc ça donne pas trop envie de développer des projets risqués, quoi. Mais Clairement. Je suis en plein dedans, donc je comprends. Mais du coup, moi, je trouve ça vachement intéressant, parce que tu dois avoir 40 casquettes. Oui. Comment t'arrives, toi, à t'en sortir un peu? Comment tu le vis, d'ailleurs, un peu cette casquette où il faut gérer des choses pour la boîte, s'assurer que les projets se fassent, mais en même temps, t'as envie, comme tu le dis, de coder, de design. Comment t'arrives à gérer un peu tout ça? Franchement ça se gère pas trop mal. C'est vrai que moi un truc aussi qui a toujours été un peu dans mon parcours, c'est ce côté multicasquette et développer, tu vois. En fait j'ai écouté un podcast l'autre jour qui était assez intéressant et qui disait déléguer ce que vous savez faire. Et parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu ne sais pas faire, comment tu vas juger la production qui va en ressortir? Et du coup, moi, j'aime bien bosser avec des gens sur des sujets que j'ai déjà un peu touché. Et notamment, il y a ce côté office management. Je l'ai délégué. Le dev, je l'ai délégué aussi pas mal. Donc voilà, peut-être là où on a du mal, c'est tout ce qui est artistique. Parce qu'en fait, quand tu vas développer une DA, une pipeline de production, faut des gens assez expérimentés. Moi, j'aurais bien aimé trouver un associé artiste. Mais c'est vrai que là, on a 4 ans. Enfin, la boîte a 4 ans, donc ça devient de plus en plus cher de rentrer actuellement en tant qu'associé dans la boîte, donc c'est pas forcément simple. Et en même temps, faut le budget pour vraiment avoir un lead artiste senior, ce qui peut coûter un peu cher. Donc nous, comme on est encore une petite boîte indé, c'est compliqué d'avoir ce genre de budget, mais bon, peut-être à terme, on va arriver à trouver la pépite avec qui on va bien bosser, hein, mais moi, c'est aussi que j'ai un peu assumé de dire je suis pas très artiste, je suis pas très calé en art, et tu vois, on développe de plus en plus, par exemple, aussi ce côté coproduction avec des boîtes qui sont plutôt orientées artistiques, notamment BrainUp à Bordeaux, ou Damnatio aussi, plus sur le côté UI, UX à Bordeaux aussi. Donc c'est vrai que ça, c'est un truc que j'aimerais bien explorer, c'est de se dire ok, on n'est pas nombreux, mais on fait de la coprod avec des boîtes qui, elles, sont à peu près de la même taille et ont les mêmes enjeux que nous et les mêmes envies que nous. On se synchronise sur un projet, on essaie de faire un projet quali avec eux, quoi. Ok.
Alors, moi, c'est une partie que j'aime bien demander aux gens toujours, mais c'est quoi un peu ton anecdote que tu as envie de te partager, que ce soit qui t'est arrivé, Ouais, voilà. il y a un truc qui me vient en tête, c'est ce côté où c'est pendant la période de Double Kick Heroes, où on faisait un jeu avec du métal, et du coup, donc en gros, t'es dans une Cadillac, t'as des zombies qui te poursuivent et tu leur shootes avec de la batterie et du métal, quoi. Donc très fun, on a fait plein d'événements, notamment PAX East, il me semble, à Boston et à South à San Antonio. Donc super projet. Et on arrive à EGX Reset, je crois que j'étais tout seul, donc c'est à Londres. C'est à Tobacco Dock, c'est une espèce de port réaménagé, très sympa comme endroit. Et il y a Tim Schafer, donc qui a fait le jeu avec du métal dont j'ai oublié le nom évidemment. Ah, Brutal Legend. Brutal Legend, voilà. Il y a Tim Schafer qui a fait Brutal Legend, Psychonauts, légende de l'industrie. Et je lui fais un signe. Alors je sais plus si c'était, je crois que c'était celui-là. Donc c'est le signe des rockers. Enfin, moi je voulais faire le signe des cornes, mais il y a aussi le signe Peace, il me semble. Je sais plus exactement. Peut-être vous savez aussi, mais Ah, moi, je connais juste celui-là qui connaît en fait, le je crois que de métal, l'autre côté, je pensais pas qu'il y avait une subtilité. je crois que de l'autre côté, c'est un signe de paix ou je sais plus quoi, mais en tout cas, il m'a dit, quand j'ai fait la photo avec lui, il m'a dit là, tes cornes, elles sont à l'envers, en anglais, hein, mais, et du coup, j'avais l'air d'un con devant Tim Schafer, je fais putain. Et il a testé le jeu, du coup. Je crois qu'il a testé le jeu, mais peut-être très rapidement, tu sais, il passait un peu dans les studios et tout. Ouais. Très rapidement. Oh, c'est trop cool, ça. Mais ouais, c'est vrai que mais ensuite, il a pris à la rigolade, hein, donc il y a pas de problème, mais bon, c'était un peu fail, quoi. Au moins, il y a eu une tentative, c'est beau. Oui. Non, mais je suis sûr que t'en as encore plein, mais c'est trop cool. Là, on va arriver tout doucement un peu sur la dernière partie de cette interview et de ce podcast. Est-ce que pour la suite, enfin, toi, maintenant, comme tu dis, tu commences à avoir quelques années d'expérience derrière toi. T'as affronté pas mal de murs, de challenges. Est-ce que t'as un conseil pour ceux et celles qui souhaitent rentrer dans le jeu vidéo, enfin, dans l'industrie du jeu vidéo? Ouais, le plus concret, c'est vraiment justement d'être très concret sur les productions, ce que vous montrez. Est-ce que par exemple pour tout ce qui est développement, faites des prototypes, faites-les tester, faites-les tourner. Essayez de ne pas trop être dans ce côté je fais un jeu pendant des années, ça sort jamais, etc. Si vous faites de l'art, pareil, travaillez le côté artistique en publiant régulièrement et en essayant de ne pas trop tout cacher par perfectionnisme. Donc c'est vrai que faut arriver à être visible, à être sympa aussi. C'est vrai que des fois nous, rien qu'au recrutement, on voit que les gens soit ils sont un peu tendus, un peu stressés, ce qui peut se comprendre aussi. Mais du coup c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Développer aussi des passions, parce que c'est vrai que nous on adore quand les gens ils ont des choses à côté. C'est tout con, mais nous on est en remote et c'est vrai que tu passes ta vie forcément potentiellement au bureau ou chez toi. Et si t'as pas une vie sociale à côté de ton taf, du coup, ça va se ressentir assez rapidement que tu vas être un peu dans une boucle, quoi. Donc, nous, on aime bien quand les gens, ils ont des passions à côté et ils aiment faire d'autres choses que juste jouer aux jeux vidéo ou faire des jeux vidéo chez soi. Donc, c'est peut-être un peu ça aussi, mon conseil, c'est de cultiver votre culture générale et votre appétit pour d'autres médias, quoi. Je trouve ça bien d'avoir plusieurs passions à côté. Je trouve ouais, c'est comme tu dis, ça apporte vraiment une variété et moi je trouve ça cool de s'intéresser vraiment à plusieurs domaines. Par exemple aussi, il y avait 2 ou 3 profils qu'on a recrutés qui étaient très intéressants. Notamment, il y avait Chloé Matz qui était chez Ludogram, qui était chez Ludogram, et elle était plutôt dans la traduction. Par contre, elle s'intéressait à plein de mangas d'horreur, ce genre de choses, et des trucs un peu niches, mais qui du coup fait qu'elle avait une super culture générale autre que dans le jeu vidéo. Et l'aspect localisation, du coup, elle connaissait aussi très bien tout ce qui est narratif, s'intéressait à tout ce qui est écriture et tout, et c'était très important en termes de communication, marketing pour elle, d'avoir un aspect un peu écriture. Et aussi Déborah qui était en gestion de projet, qui en fait a été dans le médical, qui est un domaine où ça peut aussi pas mal envoyer en termes de stress et de gestion du quotidien. Et c'est vrai que du coup, on sentait qu'elle était super investie dans ce qu'elle faisait, elle était passionnée et elle n'avait pas forcément peur des challenges à affronter parce qu'elle a déjà vu bien pire, entre guillemets. C'est pour ça qu'on aime bien aussi, tu vois, les profils en reconversion. On a eu Morgan aussi qui, en gros, lui, il avait fait sciences politiques, puis il a complètement bifurqué vers d'autres trucs. Il a travaillé pour des cinémas et il avait un peu plus de bouteilles et il savait aussi que voilà, lui, il savait qu'il voulait pas faire un autre métier que dev de jeux vidéo. Et du coup, il avait une super appétence pour tout ce qui était culture. Et là, il est en indé, il rebosse avec Goblins. Mais voilà, moi, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est les profils un peu en conversion ou qui ont d'autres passions et qui en développent autre chose, quoi. Donc, cultiver la différence, on va dire. Ouais.
Ouais, ben, j'étais une soirée after work chez Arcane et il y avait pas mal de gens qui étaient justement dans la situation que tu disais. J'avais rencontré une ancienne secrétaire, un ancien médecin. De toute façon, C'est on va dire l'humain. Il y a le côté compétence, tu vois, où tu as besoin forcément pour faire ton projet, mais l'humain reste quand même. Avec ses intérêts, ses différences, c'est ça qui fait marcher, en tout cas, la synergie dans les équipes. Je me posais la question, du coup, c'est un choix, du coup, le full remote, ou elle vient d'où cette décision pour vous? Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas fait aussi présentation de ça, mais en fait, vu qu'on a des sujets un peu sociaux à travers les jeux, moi ça me tenait aussi à cœur d'être déjà en full remote, parce qu'on était chez Goblins déjà en full remote. Moi ça fait 6 ans, 7 ans que je fais que du remote. Et l'idée c'est que bah en fait le full remote ça permet de trouver aussi pas mal de talents qui sont pas dans la région de Toulouse. Donc ça c'est important en termes de recrutement. Et c'est aussi bah quand t'as imaginons que t'as pas forcément envie de déménager ou que t'as ta famille, tes amis, bah pareil c'est quand même plus simple en termes de qualité de vie. Pour les gens qui ont des enfants ou des parents handicapés aussi potentiellement, ça peut être un peu dur de se déplacer. Donc globalement c'est un confort de vie qui est assez intéressant. Et nous c'est vrai que si bon là je suis pas dans les bureaux actuellement, mais moi je joue depuis longtemps des bureaux aussi, c'est important. Et oui, en termes de présentation aussi, moi je voulais parler aussi du côté on est à 32 heures. Trop bien. Donc l'idée c'est qu'on travaille pas le vendredi après, donc ça c'était important aussi, même si ça devient aujourd'hui un sujet de plus en plus important. Je pense que comme la santé mentale, à bout d'un moment on va se dire bon bah c'est peut-être un peu indispensable. Et on a aussi les congés d'urgence, on appelle ça congé d'urgence, des fois ça s'appelle congé menstruel. Mais congé d'urgence c'est aussi pour dire si t'as une méga migraine et que tu sais que ça dure une demi-journée, ou que t'es vraiment pas bien et t'es en PLS, ça sert à rien de venir bosser, faut arrêter de se forcer Tu seras quoi. pas productif, quoi. Bah c'est ça, dans tous les cas si c'est pour végéter devant ton PC, je préfère que tu t'ailles te reposer quoi. Ouais, clairement. T'as vu un avant-après au niveau du... Parce que j'imagine que avant tu devais bosser en plus qu'en 32 heures, du coup. Comment ça se passe? Ouais, en fait, on a fait à peu près les deux en même temps. On était un peu tous d'accord pour envoyer ça. On a vu quand même une différence dans le sens où les gens sont quand même beaucoup plus chill. Ça n'empêche pas qu'il y ait des périodes un peu plus intenses parce que bah des fois c'est pas toujours tout rose la vie studio. Et c'est aussi que là on sait que les gens bah ils jouent le jeu aussi là-dessus. C'est ce côté bah nous on donne quelque part en ayant des conditions Mm. souples, en travaillant 32 heures, mais on fait pas forcément de crunch. Mais à ce côté, si des fois bah faut faire un vendredi après parce qu'il y a une deadline, bah on va le faire. Mais on l'a fait une, deux fois Ouais. max. Et l'idée c'est que voilà, on s'est donné en donnant. Et puis moi je trouve ça plus simple. Enfin, plus sympa aussi pour tout le monde. Et puis on a vu aussi qu'en fait, tout simplement, le vendredi après-midi, ça te permet de préparer ton week-end, de faire des tâches que tu n'aurais pas fait autrement, de profiter aussi de bah, quand les gens sont pas là et que t'as pas envie de te taper toute la queue au supermarché. Donc voilà, il y a ce côté, c'est bon pour tout le monde. Moi, j'essaie de m'y tenir, mais en tant que patron, c'est un peu compliqué. C'est l'autre casquette, ouais. Une fois sur deux, on va dire. J'arrive à le tenir une fois sur deux. Et c'est vrai que, mine de rien, pour la veille aussi, pour avoir le temps de tester des jeux, c'est quand t'es en week-end, que t'es en couple, en famille et tout, bah t'as pas forcément le temps de tester des jeux. Et des fois, juste le vendredi après-midi, tu testes des démos sur Steam, tu testes les jeux des copains ou des copines. Et du coup, c'est aussi important pour ce genre de temps. Si t'as des projets perso, mais c'est vrai que projet perso sur une demi-journée, C'est compliqué. c'est light. ouais, le vendredi après-midi généralement, c'est un peu des fois t'as envie d'être un peu tranquille. Bah moi c'est aussi pour ça, c'est le côté l'hypocrisie vendredi après-midi, c'est que t'es à moitié endormi, t'as envie de partir en week-end, donc moi je me tape une bonne sieste vendredi après-midi, et puis après je suis prêt pour Non, le week-end. j'avoue qu'à titre personnel, je suis aussi très souple avec mes équipes sur. Genre, typiquement, pareil, je refuse qu'on ait des livraisons genre le vendredi, enfin fin de journée, ça a pas de sens parce que Ouais, bah ça ça c'est clair. foire et je l'ai vu, hein, enfin, à travers des XP où t'as tes équipes qui sont encore là à 20 heures parce que ça a pas marché et qu'il faut quand même livrer de toute urgence. C'est pas sain de toute façon pour avoir un rythme équilibré boulot vie sociale quoi. Ouais, on va essayer de passer à 4 jours même, là on est en train de voir, c'est juste qu'en fait légalement Ouais. c'est toujours compliqué parce qu'il y a plein de... Enfin, la France quoi, l'administratif français quoi. Un plaisir. Et mais par contre, c'est vrai que tu vois en termes de recrutement, full remote plus 32 heures plus congé d'urgence, franchement on n'a vraiment pas de problème de Putain, trop bien. recrutement parce que c'est Non, assez j'avoue idéal. que c'est très intéressant. C'est un débat. Enfin, chacun a son avis sur le full remote ou non, ses avantages et ses inconvénients. Mais clairement, quand tu cherches
être un peu plus confort, c'est vachement intéressant. Surtout pour des profils vraiment seniors ou très recherchés, eux, ils ont pas forcément trop de mal à trouver du boulot ou à trouver des boulots bien payés, mais par contre des boulots avec des bonnes conditions, des projets sympas et une ouverture aussi, parce qu'on est aussi très ouvert sur les finances de la boîte. On essaye de montrer vraiment, faire un récap mensuel avec tout ce qui se passe chaque mois. Donc trouver une boîte où par contre toi t'es bien traité, t'as ton temps, t'es bien encadré, ça c'est plus dur. Des fois trouver un très bon salaire, mine de rien, c'est pas forcément compliqué, mais t'as pas du tout les bonnes conditions de travail en face, quoi. C'est ça. Pour terminer tranquillement, moi je rajoute cette petite question, Liam, qui n'a pas connaissance, mais sur est-ce que dans ton, c'est pour le podcast, mais est-ce que dans ton réseau ou collègue ou autre, est-ce que tu aurais une recommandation à nous faire d'une personne qui serait trop cool d'interviewer sur nos futures émissions? Si, c'est mon associé aussi, mais le CEO de Goblins. Ok. Johan, il est vraiment passionnant. Moi, j'adore bosser avec lui. J'adorais bosser pour lui. Il y a ce côté où il a plein de passions différentes. Il est toujours très curieux, très ouvert à la discussion, très empathique et tout. J'ai beaucoup appris auprès de lui. Donc, je vous conseille de le contacter parce que c'est vraiment une perle. Johan, je le conseille. Merci pour la reco. Ouais, j'en profite. En vrai, c'est tout le but. Il y a plein de personnes. En fait, à chaque fois que je cherche, il y a plein de personnes avec qui j'ai envie de discuter. Mais c'est toujours mieux, tu vois, d'avoir des recommandations et de savoir aussi quel intérêt ça peut avoir. Si je peux recommander une femme aussi, Chloé Matz, avec qui j'ai bossé, super marketeuse, qui cherche un peu à bouger et qui est très super intéressante, pareil, passionnée par plein de choses différentes et pas mal d'expérience. Et aussi Mylène Lourdel, qui est un peu la référence du marketing en France et qui a toujours plein d'anecdotes et qui est très très forte dans son domaine et qui est un peu la référence. Et peut-être dans ma liste des personnes à contacter. Mais oui, on essaye d'équilibrer en tout cas sous les formats saison, la parité au niveau des personnes pour l'interview. Pour nous, c'est important. Donc, clairement, c'est très bien cette double recommandation. J'en prendrai note quand je reposerai la question d'ailleurs. Est-ce que, pour clôturer, est-ce que tu as un mot de fin, quelque chose que tu souhaites partager? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un livre, un jeu, un film, ce que tu veux. Ça peut être de la musique, tiens, allez. Moi, j'aime beaucoup le piano en ce moment. Je sais que ma copine s'est remis au piano. Et moi, j'aime bien aussi des fois découvrir les fiches Wikipédia des gens des gens que j'écoute. Parce que je trouve que c'est vrai que autant on écoute, tu vois, tous un peu de la musique, mais on s'intéresse pas toujours un peu au background derrière les profils qui sont super intéressants. J'avais écouter du Mike Oldfield et sa page sur Wikipédia, et c'était super intéressant parce qu'il s'est lancé très tôt dans la musique. Après, il a pas forcément bien dérivé ou bien parti. Il y a ce côté où il a fait des choses super intéressantes. Alors attends, Oldfield, c'est Tubular Bells. Ah oui, je connais Nuclear et Tubular Bells, et du coup en fait dans Tubular Bells il a joué tous les instruments dedans et il avait genre 20 piges et il y a genre 10 instruments différents dedans, quoi. Et tu fais ah ouais, ok, quoi. C'est incroyable. Donc voilà. J'avoue que c'est assez intéressant de s'intéresser à justement les artistes, leur histoire derrière. Moi, je commence de plus en plus aussi à faire ça pour les artistes plutôt côté indé, mais j'ai l'impression que c'est un autre monde. Ah, la musique, c'est vrai que la musique, c'est plus diffus que le jeu vidéo, je trouve, dans le sens où c'est vraiment pour tout le monde. Et en même temps, t'as tellement de niches, de styles, de genres différents. Là, tu vois, je discutais avec des fans de métal. Enfin, je sais pas à quel point vous écoutez du métal, mais t'as du métal, néo-métal, truc muche et tout. T'as 10 000 genres différents, quoi. Bon, on m'a parlé du métal japonais, c'est une autre catégorie. Je viens tout le découvrir. Carrément. Et en tout cas, merci beaucoup Yannick pour cette interview. C'est trop cool d'avoir pu prendre le temps de discuter avec toi. Et merci à vous. J'espère que tu as passé un bon moment. Pas le choix de dire oui, de toute façon. Merci beaucoup. On oblige. Non, merci infiniment. Vous voyez pas la vidéo, mais il y a une menace derrière. Je te laisse conclure, Liam. Merci beaucoup d'avoir accepté, Yannick. C'était super cool. On va remercier encore une fois l'association Lyon Game Dev qui nous permet de nous faire ça. Et on remercie aussi également les autres membres de l'équipe Behind the Game qui ne sont pas là, mais qui nous aident énormément, et vous êtes des personnes géniaux. Et c'était Behind the Game. Merci de nous avoir écoutés. Merci tout le monde, à la prochaine. Ciao.